Pour cette dernière chronique de 2024, j'ai pris le temps de réfléchir aux idées qui m'avaient le plus marqué cette année. Les concepts sur lesquels j'avais le plus discuté avec vous, sur lesquels vous m'aviez posé le plus de questions. Et puis aussi ceux sur lesquels j'avais eu le plus à réfléchir, à me poser des questions moi-même. Et je me suis dit que le sujet qui me restera de 2024, c'est celui de l'incertitude. Les incertitudes internationales, avec l'empilement des conflits, les basculements de régime. Les incertitudes de politique interne dans nos pays européens, avec l'effritement des majorités, les alliances incertaines. Et puis les incertitudes économiques, conséquences des deux premières incertitudes, et puis aussi conséquences des mutations sociales ou technologiques. La première question que je me suis posée, c'est est-ce que 2024 était vraiment une année plus incertaine ? Ou bien est-ce que nous ne faisons que constater que le monde qui nous entoure reste imprévisible alors que nous espérons tellement pouvoir le contrôler ? Finalement, qu'est-ce qui est certain ? Et puis la deuxième question, c'est comment piloter nos vies au travers de cette incertitude ? Est-ce qu'il y aurait quelques principes permettant de rester aux commandes tout en abandonnant l'illusion du contrôle absolu ? J'ai repris les principaux thèmes sur lesquels je vous avais proposé mes articles quotidiens ou mes chroniques vidéo et podcasts hebdomadaires. J'ai commencé aussi à lister les bouquins ou les études que j'ai pu lire cette année. Et puis j'ai fini plongé dans les essais de Montaigne. Pourquoi être allé chercher ce vieux du XVIe siècle ? D'abord parce qu'il a eu à faire face lui aussi à une période d'incertitude grave, qu'il a participé aux guerres de religion comme combattant et comme diplomate. Et puis parce que c'est un auteur qui a traversé les siècles, influençant les plus grands penseurs, et que donc il a bien fait preuve de permanence au-delà des modes incertaines. Et puis enfin, parce que c'est un homme qui, même s'il était un grand voyageur, n'était jamais aussi heureux que dans sa tour, face à ses livres, avec au plafond inscrit sur une poutre une citation de Terence « Je suis homme et je crois que rien d'humain ne m'est étranger ». Bref, je me suis dit que Montaigne était la meilleure médecine face à la nausée du changement accéléré et de l'incertitude permanente. Alors rassurez-vous, je ne suis pas philosophe, loin de là, et cette chronique veut être aussi pratique et concrète que les autres. Et là aussi, on retrouve Montaigne et la première de ses qualités, qui est le bon sens, avec une bonne dose d'humour. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Première question donc, vivons-nous dans une période plus incertaine que les précédentes ? En octobre dernier, je vous ai proposé une chronique intitulée « Trouver sa place » dans un monde en changement permanent. Après avoir lu le livre The Future Shock d'Alvin Toffler. Ce livre montrait déjà en 1970 comment nous étions rentrés dans un monde d'accélération continue avec des conséquences délétères sur notre rapport aux objets, au travail et sur nos liens sociaux, les liens avec les autres et puis les liens avec nous-mêmes. Face à ces changements, beaucoup d'entre nous vont avoir tendance à se réfugier dans un « c'était quand même mieux avant ». Peut-être. Mais était-ce plus certain ? Au fond, la seule certitude, c'est celle de la mort, même si nous faisons beaucoup d'efforts pour la masquer. Et c'est le premier principe sur lequel nous devons, je trouve, régler nos vies face à l'incertitude. Dans le livre 1, au chapitre 19 dans ses essais, qui s'intitule « Que philosopher, c'est apprendre à mourir », Montaigne écrit « Le but de notre carrière, c'est la mort, c'est l'objet nécessaire de notre visée. Si elle nous effraie, comment est-il possible d'aller un pas en avant sans fièvre ? Le remède du vulgaire, c'est de n'y penser pas. Mais quelle brutale stupidité lui peut venir un si grossier aveuglement ? Il lui faut brider l'âne par la queue. » Et donc prenons les choses dans le bon sens, c'est ça que nous dit Montaigne. C'est par rapport à cette certitude qu'il faut organiser notre vie. Et Montaigne continue. Il est incertain où la mort nous attende, attendons-la partout. Le savoir mourir nous affranchit de toute suggestion et contrainte. Il faut être toujours botté et prêt à partir autant qu'il est en nous, et surtout veiller à n'avoir alors affaire qu'à soi. Cette certitude de la mort, même s'il y a une incertitude sur sa date, a une première conséquence. Nous devons garder un horizon suffisamment proche. Nous devons éviter de nous projeter trop loin et de raccrocher notre bonheur à l'atteinte d'objectifs extérieurs à trop long terme. Montaigne continue « Il ne faut rien projeter de si longue haleine ou du moins avec une telle ardeur qu'on se passionne d'en voir la fin.
Nous sommes nés pour agir. Quand je mourrai, que je parte au milieu de mes travaux. Je veux qu'on agisse et qu'on allonge les actions de la vie autant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais insoucieux d'elle, et plus encore de mon jardin inachevé. Et dans le livre 3, au chapitre 9 qu'il intitule « De la vanité », Montaigne est encore plus précis. « Mon dessein est partout divisible, il n'est pas fondé sur de grandes espérances, chaque journée en fait le bout. » La deuxième conséquence, c'est qu'il est essentiel de prendre soin de notre bonne santé physique et psychique. Nous ne savons pas quand la mort nous attend, mais nous pouvons tout faire pour que ce soit le plus tard possible et dans le meilleur état possible. Montaigne explique pendant des dizaines de pages comment il prend soin de sa santé, dans le détail. Il explique aussi sa méfiance profonde à l'égard des médecins et sa confiance absolue dans la bonne volonté de la nature. Bon, peut-être que sa méfiance à l'égard des médecins serait moins justifiée aujourd'hui, mais le fondement reste le même. Nous n'avons qu'un seul corps, alors prenons-en soin avec application. Dans un livre que je suis en train de lire et dont je vous parlerai la semaine prochaine, qui s'appelle Solve for Happy, Mo Gawdat prend l'image d'une voiture. Si nous savions que nous n'aurons jamais qu'une seule voiture tout au long de toute notre vie, que nous ne pourrons jamais en changer, est-ce que nous n'en prendrions pas un soin tout particulier? Quand j'ai lu ça dans son livre, je me suis demandé si parfois nous ne prenons pas plus soin des objets que de nous-mêmes. Deuxième certitude, dans un monde d'incertitude, nous ne fonctionnons pas les uns et les autres de la même manière. Nous n'avons pas la même perception du monde qui nous entoure, nous ne formons pas les mêmes interprétations, les mêmes émotions, les mêmes jugements sur les mêmes réalités. Montaigne le dit dans des formules spectaculaires. Au livre 1, chapitre 30 par exemple, ce chapitre qui s'appelle « Des cannibales ». Il écrit « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ». Pascal, un siècle plus tard, dira « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Et bien évidemment, pour Montaigne, comme pour Pascal, cela ne se limite pas aux coutumes sociales d'un pays à un autre, mais cela s'applique bien évidemment aussi à notre fort intérieur. Montaigne nous donne cette règle qui, je crois, est essentielle dans un monde qui utilise un peu trop facilement le mot de tolérance. Je n'ai point cette erreur commune de juger d'un autre selon ce que je suis. Je crois aisément qu'il diffère de moi. Pour me sentir engagé à une forme, je n'y oblige pas le monde comme chacun fait, et je crois et je conçois 1000 façons de vie contraires et au rebours du commun. Chez nous, je reçois plus facilement la différence que la ressemblance, je décharge autant qu'on veut un autre être de mes conditions et de mes principes, et je le considère simplement en lui-même, sans relation, en l'étoffant sur son propre modèle. La deuxième certitude, c'est bien l'unicité radicale de chacun de nos théâtres intérieurs. La conséquence, c'est que nous devons arrêter de croire que les autres pourront comprendre ce que nous vivons simplement en considérant la situation ou en considérant notre visage. C'est à nous de mettre les sous-titres, d'expliquer ce que nous pensons, ce que nous ressentons, et de dire ce que nous voulons. Nous devons mettre les sous-titres et faire des demandes explicites. Symétriquement, arrêtons de penser que nous savons ce que les autres pensent, ressentent, croient ou ce qui est bon pour eux. Je vous ai parlé cette semaine de la vraie empathie. C'est celle qui questionne pour explorer la vision de l'autre. Cette certitude de notre différence fondamentale les uns avec les autres a une dernière conséquence fondamentale. Nous sommes d'abord responsables de notre bonheur, c'est même notre responsabilité numéro 1. Montaigne écrit dans le chapitre 38 du livre 1, qu'il appelle « De la solitude », « Nos affaires ne nous donnaient pas assez de peine. Prenons-nous encore à nous tourmenter et à nous rompre la tête avec celle de nos voisins et de nos amis. C'est assez vécu pour autrui, et vivons pour nous au moins ce bout de vie. Ramenons à nous et à notre aise nos pensées et nos intentions. La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. Ce que j'appelle dans mes chroniques l'égocentrisme sain consiste à prendre soin de soi d'abord, puis à prendre soin des autres s'ils ont des demandes claires et si cela ne va pas contre notre propre équilibre. Comment le savoir? Quand votre colère va s'allumer. Troisième certitude dans ce monde incertain. Nous ne pouvons contrôler que
notre monde intérieur, et c'est déjà beaucoup. Les 3 choses que nous essayons en vain de contrôler sont le passé, l'avenir et ce que les autres pensent de nous. Non seulement c'est vain, mais c'est toxique, car chaque échec nous entraîne dans une spirale d'angoisse et de pensées critiques sur nous-mêmes. Et Montaigne l'avait évidemment déjà vu. Dans le livre 1, au chapitre 3, Nos affections s'emportent au-delà de nous, il écrit « Nous ne sommes jamais chez nous. Nous sommes toujours au-delà. La crainte, le désir, l'espérance nous élancent vers l'avenir et nous dérobent le sentiment et la considération de ce qui est pour nous amuser à ce qui sera, voire quand nous ne serons plus. Bien misérable est l'esprit affligé du futur. » Et c'est la même chose pour le passé ou pour les jugements d'autrui. Dans le livre 3, au chapitre 2, qu'il intitule « Du repentir », il écrit « Fonder la récompense des actions vertueuses sur l'approbation d'autrui, c'est prendre un fondement trop incertain et trop trouble. Nous devons avoir établi un patron, au sens un patron de couturier, nous devons avoir établi un patron au-dedans qui serve de pierre de touche à nos actions, et conformément à ce dernier, soit propre à nous caresser tantôt à nous châtier. Cela ne signifie pas que les opinions d'autrui sont sans valeur, évidemment, mais c'est nous-mêmes qui devons être le premier et le dernier juge de nos actions. Il dit cette phrase que j'adore « J'ai mes lois et ma cour pour juger de moi, et je m'y adresse plus qu'ailleurs. Il n'y a que vous qui sachiez si vous êtes lâche et cruel, ou loyal et dévotieux. Les autres ne vous voient point, ils vous devinent par conjecture incertaine. Ils voient non tant votre naturel que votre art, aussi ne vous en tenez pas à leur sentence, tenez-vous-en à la vôtre. » Laissons donc le monde extérieur, passé ou futur, et les opinions des autres, et centrons-nous sur nos propres opinions. Car nous avons le pouvoir de les contrôler, et elles ont une influence directe sur notre état intérieur. Au livre 1, chapitre 40, que le goût des biens et des maux dépend en bonne partie de l'opinion que nous en avons, il dit « Chacun est bien ou mal selon ce qu'il s'en trouve. La fortune ne nous fait ni bien ni mal, elle nous en offre seulement la matière et la semence, que notre âme, plus puissante qu'elle, tourne et applique comme il lui plaît, seule cause et maîtresse que sa condition soit heureuse ou malheureuse. » Le monde extérieur, les circonstances extérieures sont ce qu'elles sont. Elles sont incertaines parce que nous n'avons aucun pouvoir sur elles. Mais nous pouvons contrôler notre interprétation de ces événements et Montaigne utilise une image magnifique. Les circonstances extérieures sont comme des vêtements qui ne peuvent que conserver notre température interne et celle-ci dépend de nous exclusivement. Les accessions externes tirent saveur et couleur de notre constitution intérieure, comme nos accoutrements nous réchauffent, non par leur chaleur, mais par la nôtre, qu'ils sont propres à couver et nourrir. Qui en abriterait un corps froid, il en tirerait même service pour la froideur, ainsi se conservent la neige et la glace. Finalement, tout est question de point de vue. Un aviron droit semble courbe dans l'eau, il n'importe pas seulement qu'on voit la chose, mais sous quel angle on la voit. Je vous conseille de temps en temps de prendre cette édition, de l'ouvrir n'importe où et de lire un passage. Vous ne serez jamais déçu et vous serez toujours frappé de constater à quel point cet auteur du XVIe a des choses à nous apprendre. C'est à nous de décider sur quoi fixer notre attention et dans quelle lumière. Vivement 2025.